Quelle étincelle peut encore faire grandir notre sens au travail aujourd'hui? Bienvenue dans Une étincelle au travail, un des rares rendez-vous parisiens où les réalités du monde professionnel rencontrent l'éthique chrétienne. Ici, nos speakers partagent des expériences terrain, apportent une parole d'expert et la confrontent sans détour au regard d'un théologien. Et c'est dans ce dialogue exigeant que l'on espère qu'une étincelle va naître pour toi. Donc bonsoir et bienvenue à tous. Ce soir, c'est très spécial parce que c'est la première conférence, Une étincelle au travail. Je suis très contente que vous soyez tous là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hélène Coffy, ça fait 20 ans que j'exerce des fonctions dans le domaine des ressources humaines. Et en tant que directrice associée aujourd'hui, j'interviens au sein du cabinet de conseil Seabird. D'ailleurs, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir une salle gratuite et disponible pour cette conférence. Donc on peut remercier vraiment Seabird pour ça. Et ça fait aussi 20 ans que j'évolue dans la foi chrétienne. Et le concept des conférences Une étincelle au travail, c'est né de ça. La fusion de ces deux parcours lorsque j'ai créé l'association Réseau de Lumière. J'ai eu à cœur vraiment d'offrir des espaces d'échange, de rencontres pour questionner les enjeux de la vie professionnelle avec une autre perspective, celle de l'éthique chrétienne. Car cela a façonné mon éthique professionnelle depuis 20 ans et je sais que ces espaces-là, ils sont rares. Et donc il me semble que c'est important, parce que c'est un défi, de questionner l'éthique chrétienne et de faire résonner autrement ces réflexions sur le monde du travail. Donc ce soir, nous avons 3 intervenants que je remercie d'avance. Patrice, qui est ici à ma droite, qu'on aura l'occasion de présenter juste après. Magali, qui est à distance, et Patrick, qui est là, juste là. Et nous allons donc naviguer entre deux univers, l'univers concret du travail et un univers un peu plus inspiré, venant justement de la foi chrétienne. Donc je vous remercie de nous avoir rejoints. Et vous avez ce soir une grande liberté. Vous avez le droit de questionner, de ne pas être d'accord, et vous avez le droit aussi d'être d'accord avec ce qui sera dit. Donc on aura 2 temps de questions pour exprimer cette liberté. Donc un temps de questions, on prendra 3 questions à chaque fois. Voilà, c'est un peu le jeu du... voilà, c'est une liberté cadrée. C'est ce qui nous permettra donc de vous donner la parole, mais en même temps de respecter le timing que l'on s'est fixé. Donc un temps de questions après l'intervention de Patrice et de Magali, et ensuite un temps de questions, 3 questions aussi, après l'intervention de Patrick. Mais vous pourrez vous poser vos questions à qui vous voulez, c'est juste qu'on a ces 2 temps-là distincts. Moi je fais le lien avec tout ça, et je reviendrai à la fin pour vous donner quelques informations sur l'association Réseau de Lumière et les prochains événements. Après la conférence, on aura un buffet qui sera servi dans le hall d'accueil, et ça nous permettra de poursuivre les échanges, j'espère, et du coup de faire connaissance aussi avec les uns et les autres. Cela ne vous aura pas échappé également, on capte le moment, voilà, ça ne vous a pas échappé je pense. Et en fait, on veut capter ce moment parce qu'on veut que ce soit utile au plus grand nombre de personnes. Donc si jamais vous avez une contrainte par rapport à ça, n'hésitez pas à venir nous voir et à nous le mentionner. A priori, vous serez capté de dos, voilà. Mais quand même, si vous avez une contrainte, n'importe laquelle, vous n'hésitez pas à venir nous voir. Donc ce soir, comment faire carrière sans s'épuiser intérieurement, c'est notre sujet. Et on va commencer donc avec le retour d'expérience de Patrice. N'est-ce pas? Oui. Patrice, bonsoir est-ce que tu peux... Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ton parcours professionnel? Oui, donc alors moi c'est Patrice Niveau, j'ai 56 ans, marié, 4 enfants, marié à une Américaine, mes 4 enfants sont tous partis vivre aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi. Et donc en fait j'ai fait des études de commerce, donc j'ai fait une école supérieure de commerce et de tourisme à Rennes, j'ai fait aussi une école de management à San Francisco aux États-Unis, et j'ai fait aussi une formation avec Patterson, donc Life Plan, au Colorado, et je suis revenu en France il y a à peu près 25 ans. Voilà. Et alors du coup, dans ta vie, quelle place a pris le travail ? Alors, le travail a pris beaucoup de place et pas en mal, hein, c'était vraiment passionnément.
J'ai été en fait, donc quand j'étais en école de management, je voudrais commencer par ça en fait, parce que c'est vraiment important. Quand j'étais en école de management à San Francisco, la première question qu'on m'a posée, c'est combien vous valez? Et j'ai dit, combien vous valez, enfin de quoi vous parlez, combien vous valez financièrement? Et alors c'est une question très surprenante et j'étais incapable de répondre. Et ils m'ont dit, mais combien vous voulez valoir dans 10 ans? Et à un moment, ils n'arrêtaient pas de parler aussi du pouvoir de la tradition, hein, le fait de gravir les échelons au fur des années, au fur et à mesure des années, et le pouvoir de la connaissance. Et j'avais compris en fait que plus on avait de connaissances et plus on avait la niaque, et bien plus on pouvait y arriver. Donc j'ai occupé un poste de directeur, enfin d'assistant de direction internationale. Je suis très vite devenu directeur international. Et ensuite, une société de Californie est venue me chasser et ils m'ont recruté en tant que vice-président des ventes pour 29 États des États-Unis et 6 provinces du Canada. Donc, je passais ma vie à voyager aux États-Unis, au Canada et partout dans le monde. Et donc voilà, j'ai été vraiment amoureux de ce que je faisais. J'étais passionné de ce que je faisais. Pour moi, me lever le matin, c'était un plaisir. Me coucher tard le soir, c'était normal. J'ai écrit un petit peu les choses que j'avais envie de dire ce soir, mais c'est vrai que j'aimais vraiment la relation avec les clients. D'ailleurs, mes clients sont devenus très vite des amis. J'aimais concevoir des voyages sur mesure, j'aimais m'adapter à leurs attentes. Et c'est vrai que les voyages me passionnaient, mais comme j'étais conscient que plus j'avais de connaissances et avec mon accent français qui passait partout, ils aimaient bien ça, je me disais, bah, si je peux aller chercher la perle rare, si je peux aller trouver le voyage qui va faire la différence, eh bien, voilà, ça va faire vraiment la différence dans leur vie. Et c'est vrai que j'ai très vite réussi, j'ai très vite eu du succès, j'ai très vite gagné de l'argent. Et c'est vrai que c'était un engrenage en fait. À 33 ans, en fait, je gagnais beaucoup plus que ce que j'aurais pu imaginer en France. Et parce que c'était une passion, ben, voilà, je ne comptais pas mes heures. Alors, je sais que dans nos précédents échanges, tu m'avais parlé de quelques signes marquants de ta réussite professionnelle, dans un sens particulièrement financier. Oui. Je sais que tu as roulé dans une Porsche à un moment donné. À quel moment, en fait, c'est devenu une gêne, ton rapport au travail? Alors, bon, là où c'est devenu un petit peu compliqué, c'est que, bon, bien sûr, je gagnais très très bien ma vie, j'avais des voitures de collection, les grosses maisons, voilà. Mais en même temps, c'est devenu une gêne à partir du moment où ça occupait toute ma vie, en fait. Et mes amis n'avaient plus trop de place dans ma vie. À chaque fois qu'ils m'invitaient, j'étais toujours en déplacement ou toujours pris par le travail. Et donc, à la fin, bah, les gens arrêtent de t'inviter. Et ça a commencé à être une gêne à partir du moment où je me suis rendu compte que je n'avais plus de relation avec mon épouse, que je n'avais plus de relation avec mes enfants, que j'arrivais d'un vol le samedi et je repartais souvent le dimanche. Et là, ça devenait vraiment de plus en plus compliqué. Et alors, du coup, quelles ont été les conséquences pour toi, pour ta famille? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, alors, ce qui était compliqué, c'est déjà que j'ai réalisé que je m'étais perdu, en fait. J'étais vraiment en rupture avec moi-même. En fait, je me reconnaissais plus du tout dans ce que j'étais devenu. Parce que la passion, en fait, c'est assez progressif. Avoir de l'ambition, il n'y a rien de mal. Et tout est venu vraiment progressivement, je m'en suis pas rendu compte. Et là où j'ai réalisé que ça n'allait plus, c'est que j'étais vraiment en rupture avec mes valeurs, en fait. On me demandait de faire des choses qui étaient tellement en contradiction avec ce que j'étais, et je me dis, mais il y a un problème. La deuxième chose, c'était le fait que mon épouse me reconnaissait plus. Elle m'a dit, mais tu n'es plus la personne avec qui je me suis marié. Et je lui ai dit, mais te plains pas. Alors je cherchais toujours des excuses. Je lui disais, mais te plains pas, t'as vu la vie que tu as. Quand je partais en déplacement pendant 15 jours en Californie, la société l'envoyait en Californie avec les enfants. Elle avait toujours la belle voiture, elle avait toujours tout ça. Et je dis, mais te plains pas, t'as vu la vie que tu as, t'as même pas besoin de travailler. Enfin, je veux dire, tu vas chez le coiffeur toutes les semaines, t'as des robes incroyables, on sort tout le temps. Et elle m'a dit, mais moi, c'est pas ça que je voulais, en fait. Et c'est là où ça devenait compliqué, c'est que je pensais qu'au travail, le travail
me possédait, j'avais l'impression de ne plus m'appartenir, mais que j'appartenais à la société en fait. Et plus on te donne de l'argent et plus tu en as envie, mais en même temps, plus tu appartiens à la société. Et en fait, j'étais arrivé à un point où j'arrivais plus à dire non. Et j'avais besoin d'être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'était vraiment ma vie, en fait. Et un jour, ma femme, voilà, on m'a demandé de déménager à New York. Ma femme a dit, écoute, hors de question qu'on aille à New York. Ta famille est déjà en France. Moi, la mienne est en Pennsylvanie. Si on déménage à New York, les enfants verront jamais leur famille. Et de là, on m'a demandé de déménager en Californie. Elle m'a dit, tu peux y aller, mais tout seul. Et puis, elle était en rupture à ce moment-là. Ouais. Et puis, elle a fait bloc. Et puis, en fait, un jour... donc, oui, il y avait plusieurs signes de fatigue, plusieurs signes de... l'alcool. En fait, j'étais tellement stressé en permanence. Je suis vraiment tombé dans l'alcool. Même dans la drogue à un moment pour essayer de manager un petit peu tout cela. Et jamais j'aurais pensé descendre aussi bas que ça en fait. Mais c'est vraiment un engrenage et je me suis vraiment pas vu partir. Et là un jour, mon épouse m'a donné un ultimatum quand on m'a demandé de déménager en Californie. Elle m'a dit, écoute, je t'empêcherai jamais de vivre ton rêve. Mais elle dit, ça ne sera pas avec moi ni les enfants. Elle dit, tu choisis entre moi et les enfants ou ton job. Et je me rappelle, mais ça a été 48 heures, mais d'enfer. Parce que je savais que je devais prendre un avion pour San Francisco. Et elle m'attendait, j'avais fait mes valises. Et elle m'attendait à côté de la voiture avec les enfants. Et c'était horrible, quoi. 48 heures, je me dis, mais si j'arrête tout, mais on perd tout. Enfin, et je justifiais, en fait, l'importance de continuer. Et là, elle m'a dit, mais Patrice, elle dit, je t'empêcherai pas, vis ton rêve. Mais elle dit, sans moi, ni les enfants, c'est pas ce que je veux. Et donc, j'ai pris la décision de démissionner. Et là, ça a tout changé, du coup. Quand tu as démissionné, c'était pour aller vers une autre opportunité ou c'était une rupture totale? Alors, c'était... en fait, j'étais perdu parce que c'était mon monde depuis quelques années. Et là, bien sûr, avec les revenus que j'avais, forcément, on avait la vie qui allait avec et aussi les emprunts qui allaient avec. Et comme j'avais démissionné, je n'avais pas forcément le droit au chômage. Donc tout s'est un petit peu cassé la figure très vite. Et donc j'ai voulu rebondir assez vite, sauf que j'avais signé un contrat de non-concurrence et pendant 10 ans. Donc je n'avais pas le droit de travailler dans le milieu du tourisme pendant 10 ans aux États-Unis. Et j'ai trouvé un job, une société anglaise qui était prête à me prendre, mais c'était pour être président Nord-Amérique. Donc ça voulait dire que autant de voyages, autant de problèmes. Et donc, j'ai fait le choix de tout arrêter et de rentrer en France. Comment tu as vécu ça? Très mal. On dirait que c'est vertigineux, c'est pour ça que... Très mal. C'était très très mal parce qu'en fait, on occupe des positions tellement importantes, l'argent rentre, on a du succès, tout le monde nous reconnaît. Du jour au lendemain, en fait, t'es plus rien. Et j'ai réalisé en fait que mon identité était vraiment mal placée. En fait, j'avais placé mon identité dans mon travail, dans cette vie folle, dans l'argent que je gagnais, dans le tourisme, dans le succès. Et en fait, la conséquence, c'est qu'on a tout perdu en fait. On s'est retrouvé sans rien. Avec les sociétés de recouvrement sur le dos, obligé de prendre des avocats. Enfin bref, ça a duré 9 ans le processus. Mais ce qui était formidable, c'est qu'une chose qui m'est venue, bon, j'étais croyant, mais c'est vrai que j'avoue que la foi, je l'avais un peu quittée parce que mon travail occupait toute la place. Et là, un verset qui me revenait tout le temps, mais c'est à quoi ça sert de gagner le monde si on perd son âme, en fait. Et moi, je m'étais dit, mais en fait, j'ai perdu mon âme, quoi. Je me suis complètement perdu dans tout ça. J'ai failli perdre ma femme, j'ai failli perdre mes enfants. Mais ce qui était formidable, c'est que finalement, en ayant pratiquement tout perdu sur le plan financier, on l'a vécu à deux, en fait. Ma femme était présente, elle m'a jamais lâché, quoi. Et elle n'avait pas intérêt, parce qu'alors, je me suis dit, c'est de sa faute. Donc là, si elle me lâchait, je l'égorgeais. Non, je blague. Mais on était à deux et c'était vraiment formidable. Mais ça nous a vraiment obligés à retravailler un petit peu sur quelles sont les priorités,
Déjà, donc c'était ma relation avec Dieu, c'était compliqué, mais c'était ma relation aussi avec ma femme, hein, apprendre à revivre une autre manière, ma relation avec mes enfants, parce que du coup, j'avais pas de temps avec mes enfants, et mes enfants, ils me connaissaient pas trop en fait. C'était plutôt le papa qui arrivait, qui était stressé, fallait pas bouger, fallait pas faire de bruit, donc apprendre à découvrir ce que c'est d'être père autrement. Voilà, chercher une autre vie, voilà. Et donc, ça a été vraiment complexe. Mais aujourd'hui, j'avoue, avec recul, alors est-ce que j'aimerais revivre la même chose? Non. Est-ce que j'aimerais reprendre les mêmes décisions? Non. Mais j'espère que je serai moins bête sans aller aussi loin que je n'ai été. Mais comme quoi, la chose que j'ai appris quand même, c'est qu'on peut être absolument passionné et dévoré par ce qu'on fait, parce qu'on adore, et on peut tellement se faire avoir. Et donc le succès nous attend, mais à un certain prix, et c'est là où il faut vraiment garder ce cap. Et aujourd'hui, je suis président d'une grosse organisation, vice-président d'une autre, directeur régional du Grand Ouest, donc j'ai aussi une vie bien fournie. Mais aujourd'hui, une chose que j'ai oublié de te dire, que j'ai oublié de vous dire, c'est que je suis passionné d'équitation, passionné de moto, passionné de plein de choses. Et en fait, un des signes que j'aurais dû voir, c'était que je n'avais plus le temps pour faire ces choses-là, en fait. Et je pense que c'est tellement fondamental d'avoir ce cycle de rechargement en nous, où on est capable quand même de se recharger mentalement, physiquement, spirituellement. Et ça, je ne l'avais plus. Et c'est là où j'ai perdu pied. Et donc aujourd'hui, voilà, j'ai des occupations très prenantes. Je dirais que j'ai tout perdu, mais j'ai tout récupéré. Dieu nous a bénis incroyablement. Et en même temps, par contre, maintenant, j'ai mis des jalons dans ma vie, des limites, hein, qui me permettent de garder le cap sans tomber dans l'extrême, en fait. Voilà. Merci pour ce témoignage extrêmement fort, extrêmement précis aussi. Je pense que tu as soulevé un certain nombre de questions. Donc finalement, comment vivre sa passion, vivre une ambition professionnelle, mais finalement sans se perdre, sans perdre son âme, sans perdre ses autres passions, sans perdre sa famille. Et peut-être effectivement les réponses, on va essayer de les trouver avec Magali, qui est notre experte du jour, qui est merci beaucoup Patrice, qui est coach donc en santé mentale, également médiateur professionnel. Magali, est-ce que je peux te laisser te présenter ton parcours professionnel? Oui, bien sûr. Déjà, merci à tous d'être là, d'accepter la visio aussi. Donc, je suis Magali, je ne suis pas parisienne, c'est pour ça que je ne suis pas avec vous ce soir. J'habite à Pau, dans le sud de la France, près des Pyrénées, des Pyrénées, des montagnes. Je suis mariée, ça fait 18 ans que je suis mariée, je suis maman de 4 enfants aussi. L'aîné a 11 ans, le dernier a 19 mois et au milieu, il y a des jumeaux de 7 ans. Et mon parcours professionnel, j'ai démarré en tant qu'infirmière, infirmière à l'hôpital. J'ai fait 7 années de milieu hospitalier. Après, j'ai fait 15 ans d'infirmière en santé au travail. Pour ceux qui connaissent un petit peu, d'abord dans ce qu'on appelle un service entreprise et inter-entreprise, et après dans un service autonome. J'ai travaillé dans le grand groupe de la Poste pendant 10 ans. Et j'ai fait des formations un peu continues pour me spécialiser sur tout ce qui était santé mentale, prévention des risques psychosociaux, du stress, du burn-out, pouvoir bien accompagner les gens. Et j'ai fini par une formation de médiateur professionnel pour pouvoir intervenir vraiment sur les relations. Et donc, ça fait maintenant 4 ans que je suis à mon compte consultante santé mentale. J'interviens dans les entreprises pour tous ces sujets-là. La prévention du stress, du burn-out, les relations au travail, la santé mentale des dirigeants, voilà, tous ces sujets qui m'animent et me passionnent. Merci pour cette présentation, Magali. Donc, quel est selon toi le véritable enjeu face à l'ambition et l'amour du travail, comme l'a décrit en fait Patrice au départ de son parcours professionnel, il était amoureux du travail. Qu'est-ce qui se joue en fait Ben oui, parce que derrière cette question de faire carrière, il y a en effet cette question de l'ambition, de l'amour du travail. Et ce que j'ai envie de vous dire en premier, c'est que l'ambition, c'est OK. Je me considère moi-même comme une femme ambitieuse, donc je pense que l'ambition, c'est quelque chose
de hockey, ou plutôt je le dirais comme en vrai, c'est ni bien ni mal en soi, cette ambition. Ça va dépendre l'usage qu'on en fait dans notre vie et dans notre quotidien. Et c'est peut-être ça la question à explorer ensemble ce soir. Mais vouloir accomplir des choses, vouloir créer, vouloir avoir de l'impact, vouloir s'élever, vouloir avoir une carrière, c'est pas un défaut, c'est pas un problème, c'est pas une faiblesse, c'est pas un problème d'ego de vouloir toutes ces choses. Je crois même que c'est quelque chose qui est profondément humain et il y a des choses qui sont profondément justes dans cette ambition qui est peut-être en chacun de vous ce soir. Pourquoi? Parce que en tant qu'être humain, on a tous reçu des capacités, des talents, on a tous une singularité. Chacun d'entre nous ici, on est unique et on n'est absolument pas interchangeable, même si certaines sociétés, certaines entreprises veulent bien nous faire croire qu'on est juste des pions remplaçables. Il n'y a personne qui peut remplacer la personne que nous sommes de manière unique et spécifique. Et ces talents qui nous sont donnés, ils sont vraiment faits pour être déployés. On n'a pas reçu tous ces talents pour être enfermés et bien cachés dans une boîte. Mais ces talents, ils nous sont donnés pour en faire quelque chose et en faire quelque chose avec excellence, en faire quelque chose avec engagement, quelque chose dans lequel nous, en tant que personnes, mais aussi les personnes autour de nous, on peut construire quelque chose de juste, quelque chose d'ambitieux et en soi, ça, c'est beau. Et donc, si vous êtes ambitieux, si ambitieuse, parce que je vois aussi qu'il y a pas mal de femmes dans l'Assemblée, c'est une question qui nous interpelle, nous, les femmes aujourd'hui, de pouvoir être des femmes ambitieuses. Si vous voulez réussir dans votre travail, si vous voulez monter en responsabilité, gravir les échelons, peut-être même construire votre propre entreprise et avoir de l'influence avec ça, en soi, ce n'est pas un problème. Et je crois même qu'au contraire, c'est quelque chose qui est beau et qui est juste. Et pour autant, il va y avoir des questions importantes à se poser, parce que comme je vous l'ai dit, c'est ni bon ni mauvais en soi, tout dépend l'usage qu'on va en faire. Et parce que derrière cette ambition, bah, le témoignage, il est assez clair. Il y a un risque vraiment de se piéger avec cette ambition-là. Et donc, il y a des questions à se poser. C'est quoi qui guide mon ambition? C'est quoi ce moteur? Est-ce que je sais vraiment où je vais? Est-ce que je sais pourquoi je veux y aller? Euh, Est-ce que je me suis juste mis à courir parce qu'en fait, dans le monde autour de moi, bah, tout le monde court, tout le monde fait comme ça, tout le monde veut gravir les échelons, tout le monde veut avoir un bon poste, alors je le fais. Ou alors, je me suis vraiment demandé, c'est quoi mon but? C'est quoi le sens de tout ça pour moi? Et c'est vraiment ces questions-là qui sont importantes à se poser, quel que soit le poste qu'on occupe aujourd'hui, quelle que soit votre ambition d'ailleurs. Mais c'est important de se poser ces questions pour que l'ambition, en fait, elle reste ce qu'elle est censée être, c'est-à-dire un moteur, et qu'elle ne devienne pas un piège pour nous. Hmm. Et alors du coup, dans ton expérience, quand on a préparé cette conférence, tu nous parlais voilà, de ce que tu vois, de ce que tu observes, des pièges récurrents en fait, dans lesquels malheureusement certains tombent. Et du coup, on aimerait bien entendre ces pièges pour pouvoir avoir des repères et se dire, voilà, quand on le voit arriver gros comme une maison, on contourne, on fait autrement. Alors qu'est-ce que toi, tu observes dans ton métier? Oui, et tu l'as bien souligné, c'est à la fois le métier que j'exerce, pardon, qui me permet d'accompagner des personnes et d'identifier. Et avec beaucoup d'humilité, moi aussi, je suis tombée dans certains de ces pièges, notamment toute une saison de ma vie, ben, jusqu'à que mes jumeaux ils aient 2 ans, où j'étais à fond sur la famille, le travail et une circonstance de vie où mon papa est tombé très malade. Et dans ce contexte-là, j'ai continué à faire comme avant. Et donc, j'ai beaucoup appris aussi pour moi. Donc, c'est quelque chose que j'ai aussi traversé dans ma propre vie. Donc, c'est de cette place-là aussi que je veux vous partager des clés. La première, je pense, la clé, et en tout cas le premier piège, c'est de ne pas savoir qui on est. Parce que la plupart d'entre nous, on a appris ce qu'on doit faire, ce qu'on attend de nous dans ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire à l'école, ce qu'on doit faire au travail, ce qu'on doit faire en tant que bon citoyen. Mais on n'a pas d'école pour apprendre qui on est. Et en vrai, entre les deux, pour moi, les deux sont, l'être et le faire sont extrêmement liés, mais il y a aussi une différence énorme. Parce que quand on ne sait pas qui on est véritablement, on finit par s'identifier totalement à ce qu'on produit. Donc, quand ce que je fais, ça marche, ça fonctionne, ben, en fait, je vaux quelque chose.
Mais par contre, quand j'échoue, quand je rate, quand je réussis pas, eh bien, finalement, je finis par me dire que je ne vaux rien. Si on finit par se définir uniquement par son poste, par son titre, par sa performance, par son échelon, par toutes ses réussites, eh bien finalement, l'être disparaît complètement derrière le faire. Et le témoignage de tout à l'heure est très beau là-dessus, à un moment donné, de se dire, mais je sais même plus qui je suis. Quand on m'enlève ce travail, ben, il n'y a plus rien, il y a quelque chose est vide. Et vraiment, ce glissement, il est vraiment dangereux. Parce que dans tous les cas, même si on a un parcours où on réussit énormément, un jour ou l'autre, il y a quelque chose qui ne marchera pas. Un jour ou l'autre, il y a un projet qui va rater, il y a une opportunité qui ne va pas se présenter. Et ce jour-là, si je ne suis pas assis dans qui je suis, si je ne suis pas au clair sur moi, en fait, en tant que personne, je suis qui, indépendamment de tout ce que je fais, eh bien ce jour-là, le jour de l'échec, c'est très compliqué à traverser. Donc le piège, c'est de ne pas connaître qui on est, mais la clé, elle est là aussi. C'est d'abord savoir que je suis quelqu'un qui est avant d'être quelqu'un qui fait des choses. Euh, et puis, ça permet, quand je sais qui je suis, de bien pouvoir me gouverner en tant que personne, de bien pouvoir me diriger et de ne pas être gouvernée par bah, toutes les urgences qu'il y a autour de moi. Parce que on peut se le dire, la société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est quand même une société où tout va très vite, où tout doit être performant tout le temps, être très rapide. C'est la productivité, c'est l'intensité, c'est la visibilité. Les personnes deviennent uniquement des ressources. Alors qu'en réalité, on n'est pas simplement des ressources, on est des personnes et des êtres avant d'être des gens qui font. Moi, j'aime bien cette expression, nous rappeler qu'on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains. Et juste de se le rappeler, ça redonne quand même pas mal de sens. Il y a un deuxième piège qui, moi, m'a beaucoup aidé dans mon parcours, c'est le fait, je vous l'ai dit, tous les humains, on a des dons, on a des talents. Et le risque, c'est que ce qui est talent peut être l'endroit exact où on se piège. Et c'est quelque chose qui est paradoxal parce que on a reçu des talents et ces mêmes talents-là peuvent devenir nos propres pièges dans ce projet qu'on a ambitieux pour nos propres vies. Quand on est une personne qui est passionnée et qu'on n'a pas appris à poser des limites, eh bien, ça devient là le piège. Quand on est une personne qui est très efficace, eh bien, le risque, c'est d'accepter toujours de plus en plus et peut-être même jusqu'au point de ne pas arriver à respirer. Parce qu'on est doué dans le travail, parce qu'on arrive à faire plein de choses, parce qu'on a une grande capacité à encaisser, eh bien, on prend, on prend, on prend. Et ce talent-là qu'on a au départ, il devient un piège. Quand on est une personne extrêmement empathique, disponible, généreuse, là aussi, il y a au point de départ un talent. Mais comme on n'a pas appris à bien le gérer, ce talent-là, eh bien, ça peut devenir quelque chose de sans fin et de sans fond. Cette disponibilité pour les autres, cette hyper empathie pour notre entourage. Donc, vraiment, apprendre à identifier ces forces qui vont nous porter, mais apprendre à bien les diriger, à bien les connaître, à bien leur mettre des limites et un cadre pour éviter de se piéger avec. Et puis, je pense qu'il y a un troisième et un dernier piège que j'aimerais aborder avec vous. Euh, je vous le disais en tout premier, l'important de se poser des questions dans cette ambition, l'important de connaître son pourquoi. Pas son quoi, pas ce qu'on fait, ni son comment d'ailleurs, avec quelle méthode on va faire les choses, mais véritablement de se demander, mais pourquoi? Pourquoi au fond est-ce que je me lève le matin? Pour qui est-ce que je travaille vraiment et quelle trace aussi j'ai envie de laisser. Et il y a le pourquoi avec cette grande question, mais aussi ce pourquoi. Parce que avec ces réponses-là, qui sont pas forcément des réponses toujours très claires et très évidentes, mais avoir son pourquoi, c'est aussi se donner une direction, se donner une boussole un petit peu à sa vie pour nous aider à faire des choix, pour nous aider à avancer. Et parfois, quand c'est pas très clair, sortir un petit peu du brouillard. Mais en tout cas, c'est une question essentielle à se poser. Pourquoi en fait j'ai ce projet-là? Pourquoi je suis ambitieux? Pourquoi j'ai envie d'avancer dans cette carrière? Pourquoi? Pourquoi? Et oser aller creuser ce qu'il y a derrière, ça va permettre d'apprendre à se connaître et puis ça va te permettre aussi après d'aller explorer les talents pour y arriver. Merci beaucoup Magali, je pense qu'on a entendu plein de clés. On a même vu les gros trous, gros gouffres à sauter. Maintenant, on voudrait vous laisser le temps de poser des questions. Donc on l'a dit tout à l'heure, pour ceux qui sont arrivés un peu après, on aura 2 temps de questions. On va essayer de prendre 3 questions, histoire de juste tenir le timing qu'on s'était fixé. Donc déjà, si quelqu'un a une première question,
c'est the moment. Et Patrice, tu peux éventuellement revenir pour répondre à certaines questions si vous en avez. Vous avez le droit d'être d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de titiller un petit peu Patrice. Ok. Tout est possible. Non. Vous n'avez pas le droit d'être sage. Ah! Une question, c'est une question pour Patrice par rapport à la présentation que tu as faite de ton parcours. Donc je me compte des positions assez versées dans l'organisation. Je voulais savoir dans quelle mesure ça a changé ou pas ta vision du management en décorçant la position aussi de celui qui donne les directives. On dit si au niveau de la tête il y a pas de limite. Je suppose qu'en dessous on n'avait pas, et du coup est-ce que ça a changé ta façon de voir la notion de sacrifice au travail, d'investissement? Oui, alors à 100%, hein, complètement. Hein. C'est-à-dire que, bon déjà j'ai dû me faire accompagner. J'ai aussi fait appel à un coach qui m'a aidé à faire un débriefing et décrypter un petit peu tous les problèmes que j'avais rencontrés. Parce qu'encore une fois, je les saisissais pas bien, ces problèmes, en fait. J'étais passionné, j'avais de l'ambition. C'était, vous savez, à 33 ans, c'est l'âge où il faut y aller, et puis c'est là où on fait son trou, on fait sa place, et c'est là où on peut évoluer vraiment. Donc, ce que j'ai appris, bah oui, c'est déjà de mettre des limites dans la vie, de se rappeler qu'on n'est pas des machines, hein, de se rappeler qu'on a des valeurs et il ne faut pas les violer, ces valeurs, hein, parce que sinon on se perd. Hein. L'importance aussi d'avoir ce que j'appelle moi un cycle de rechargement où je m'impose de mettre dans mon agenda des moments où je vais faire du cheval, par exemple. Mon assistante, elle ne comprenait pas pourquoi je mettais toujours Elixir. Elle dit, mais c'est qui Elixir? Je dis, bah, c'est ma jument. Et mais je m'obligeais à mettre Elixir. Je m'obligeais à me bloquer des moments pour aller faire de la moto parce que c'est quelque chose qui me vide la tête. Quand je suis en moto, je pense à rien d'autre que de ma moto. Et donc ça, je le fais différemment. Et donc aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais en réunion de direction avec tous les directeurs qui travaillent avec moi, mes collaborateurs. Et le sujet, je leur ai dit, vous faites quoi cet été ? Je vous demande de vous bloquer du temps dans votre agenda pour pouvoir vivre votre passion. Et pour moi, le bien-être et la raison d'être est très importante. Donc c'est un sujet qui nous passionne tous les deux. La première fois que j'ai rencontré Hélène, on a beaucoup parlé de cela dans la société où elle travaille à Seabird. Et donc oui, je me dis, si nos collaborateurs sont bien dans leur tête, s'ils sont bien dans leur travail, ils vont être super efficaces. Et en tout cas, moi, je les empêche de bosser comme moi j'ai bossé. Et on a par exemple le directeur administratif et financier de notre organisation qui travaille beaucoup, qui a du mal à déléguer. Et donc je l'ai obligé à recruter une autre personne pour qu'il puisse déléguer à cette autre personne des choses que lui n'a pas besoin de faire en tant que directeur. Donc ouais, ça a complètement chamboulé ma façon d'être et ma façon de faire. Et ce que disait tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est de se connaître, comprendre vraiment pourquoi on existe, pourquoi on a été créé, c'est quoi le but ultime de notre vie. Mais c'est pas de bosser comme des dingues, ça c'est sûr. Mais c'est d'être vraiment là où on doit être et avec aussi des limites. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Moi, j'ai une question pour Patrice. Merci pour ton intervention, ainsi que pour Magali, mais je vous remercie. Finalement, tu as travaillé avec passion, mais tu as démissionné avec passion, dans le sens où tu as démissionné, mais sans préparer ta sortie. Est-ce que en fait, c'était tellement à bout, enfin, ta femme t'a mis dans l'effet miroir finalement, où la situation était tellement extrême que même penser à un plan de sortie pour éviter peut-être un peu toutes ces déboires, parce qu'il y a quand même l'aspect financier que j'ai à soulever. Hein. Quand on a des revenus, c'est sûr qu'on a des dépenses qui vont avec les revenus en général. Donc, voilà, est-ce que à un moment on s'est dit ah mince, mais on n'a pas que le plan de sortie, ou c'était tellement un gouffre que coûte que coûte, il fallait aller, ça passe ou ça passe.
Oui, alors, je vous ai dit, hein, ça a été 48 heures d'ultimatum, et 48 heures très compliquées, où bien sûr j'ai pesé les pour et les contre, hein. Mais je savais que si je montais dans cette voiture pour prendre mon avion, mon mariage était terminé. Déjà, il était pratiquement inexistant, et je savais que malgré tout, j'allais tout perdre. Parce que ma femme était tellement importante pour moi, mes enfants aussi, c'était mon succès en fait, ma raison d'être. Et donc oui, j'étais à bout, vraiment à bout, je sentais que j'allais craquer en fait, complètement craquer, que j'allais tout perdre. Et donc finalement, je me souviens dire à ma femme, bon, je démissionne, mais tu te rends compte des conséquences, enfin on va tout perdre. Et elle me dit, mais en fait, je préfère perdre tout, mais te récupérer toi, que de te perdre et de tout perdre en même temps. Et elle dit, je préfère qu'on perde tout, mais au moins te récupérer toi. Et donc, la nuit, je n'ai pas réussi à dormir. Le lendemain matin, je me lève, ma valise était encore faite. Je dis non, non, mais c'est complètement idiot, Julien. Non, non, il faut qu'on réfléchisse correctement. Je dis non, non, je pars et puis on va réfléchir. Et elle me dit, écoute, ce que je t'ai dit avant-hier, enfin hier, oui, avant-hier, ou je sais plus, elle m'a dit, mais ça tient toujours. Si tu pars, c'est fini. Et là, j'avais plus le choix. Donc, ouais, rien n'était préparé. Ça a été, donc juste pour vous donner un petit peu les conséquences brièvement, j'ai téléphoné à la présidente de la société qui, je lui ai dit, bah voilà, je ne serai pas à San Diego ce soir donc ça ne sert à rien de venir me chercher, je démissionne. Et elle me dit, Patrice, non, 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 je ne peux pas entendre ça, réfléchissez, vous êtes fatigué, réfléchissez, et je refuse de l'entendre, on se rappelle demain matin. Et effectivement, ce qui était intéressant, c'est que le lendemain matin, donc j'ai fait gagner beaucoup d'argent à cette société-là, j'en ai gagné aussi, et le lendemain matin, quand je lui ai dit non, non, finalement, je ne viens pas, je me suis fait traiter de tous les noms d'oiseaux, elle a bloqué les comptes bancaires, elle a bloqué les cartes de crédit, elle a tout bloqué, et je me suis retrouvé avec des dettes énormes. Et oui, les conséquences étaient énormes. Mais encore une fois, ça, ce sont les conséquences de quelque chose que je n'ai pas su mesurer, j'avais pas cette maturité en fait. Et je pense que ça ne se reproduirait jamais dans ma vie. Mais oui, c'était lourd de conséquences. Mais aujourd'hui, je suis heureux d'être avec mon épouse, j'ai 4 garçons que j'adore, hein, et qui, voilà, qui eux sont dans des carrières professionnelles assez incroyables aussi. Mais par contre, je leur ai appris, et depuis des années, je leur apprends à gérer leur vie, mettre des limites, comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font, comprendre ce qu'ils sont, que leur identité, ce n'est pas leur travail. Ouais. Une dernière question. Patrick, toujours. En fait, je ne savais pas trop comment la formuler. À un moment dans votre témoignage, votre partage, vous dites que si c'était à refaire, vous ne referiez pas. Là, quand on fait le bilan, vous avez fait le bilan de où vous étiez à l'époque, vous avez fait le bilan de où vous en êtes aujourd'hui. J'arrive pas à comprendre le pourquoi vous ne le referiez pas en fait. Bah, les conséquences sont lourdes. Les conséquences sont lourdes, c'est-à-dire qu'on n'en ressort pas indemne. Hein. Enfin, je veux dire, sur le plan financier, c'était horrible d'avoir les sociétés de recouvrement qui vous appellent tous les jours, qui téléphonent à vos amis, votre famille, aux États-Unis, en France pour vous trouver. Quand vous vous retrouvez à devoir des sommes que vous n'avez même plus ou que vous n'avez pas parce que voilà. C'était compliqué parce que j'étais associé dans la société, c'était des états différents, bon c'est trop technique à expliquer, mais ouais on a pris cher et c'était compliqué de se reconstruire en tant que couple, c'était compliqué de reconstruire sa famille, de reconstruire la vie avec les amis que j'avais complètement abandonnés. C'était compliqué de passer de je sais pas combien de milliers de dollars par mois à rien quoi. Où tu pouvais même plus sortir au restaurant pour aller dîner parce que tu n'avais même pas l'argent. Enfin, tout était compliqué. Donc bien sûr, je ne le referai jamais. Jamais je referai ça. Parce que voilà, j'ai 56 balais maintenant, j'ai 56 ans, j'ai vécu, j'ai pris d'expérience. Et aujourd'hui, j'occupe des positions très importantes aujourd'hui, très très importantes et très affluentes. Mais je le fais avec des limites. Alors je travaille beaucoup.
même trop, mais je mets des limites et je me bloque. Alors c'est simple, hein. Ouais, une chose qui a changé, c'est que ma femme a accès à mon agenda, elle a accès à mon assistante et elle demande à mon assistante de bloquer des moments pour que je puisse justement être en famille et avec mes enfants. Donc par exemple, on passe notre vie entre Paris, enfin Rennes, Paris où j'ai mon bureau et Atlanta où on a une maison. Mes enfants vivent à Atlanta. Toutes les 6 semaines, je vais systématiquement à Atlanta. Et je passe quelques jours en télétravail là-bas, mais systématiquement, je vais à Atlanta voir mes enfants. Voilà. Merci beaucoup. Donc on a pris 3 questions, hein, mais vous pouvez en garder pour après, puisqu'on va avoir l'intervention de Patrick maintenant, pour nous apporter ce regard de théologie, en fait, n'est-ce pas? J'espère bien. Bonsoir Patrick. Salut Hélène. On est content de t'avoir ce soir. Très très content. Et la question que j'ai envie de te poser en premier, c'est déjà comment tu es devenu théologien? Une autre façon de demander, c'est quoi ton parcours professionnel en fait? Comment je suis devenu théologien? Alors, parlant de ça, merci déjà pour l'invitation avec Patrice et Magali, c'était impeccable. Et des fois, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais dire après ça? Mon parcours des théologiens n'a pas commencé dans une classe, dans une salle de classe, dans un livre ou dans une pensée académique. Ça a commencé plus avec des questionnements d'un jeune garçon à Goma, en RDC, né dans des contextes différents, compliqués autour de moi, la souffrance, des conflits. Et c'était le questionnement envers Dieu. Je me disais, mais écoute Seigneur, pourquoi, si tu existes et que tu es bon, comme on l'a dit, tu m'as créé pour être ici? Voyant un peu tout ce qui s'est passé autour de moi, je me disais, bon, s'il est bon, qu'est-ce que j'ai fait pour moi être ici? Et que quelqu'un d'autre naisse aux États-Unis, en France, à Paris, mais moi ici. Et c'est plus tard, dans ces questionnements, que je me suis rendu compte que en fait, Dieu ne m'a pas rejeté en me plaçant là-bas. Il m'a fait confiance avec cette situation, pas seulement pour que je constate le problème, mais pour que je réfléchisse sur des pistes, des solutions. Et c'est là que mon parcours théologique a commencé. Et parce que la théologie c'est quoi déjà? Ou les théologiens c'est qui? C'est cette personne qui cherche à connaître Dieu, son action ou son activité dans les réalités humaines et comment son action et ses réalités se manifestent dans ce que nous vivons tous les jours et quelle serait notre réaction. Et donc c'est là que ça a commencé, ça m'a conduit à faire ma licence en théologie et Bible pour connaître vraiment Dieu bibliquement. Et plus tard ça me conduira à un master en missiologie et développement international pour voir comment maintenant le Dieu qui intervient dans les réalités humaines, où est ma place dans cette réalité et comme moi je sentais c'est vraiment cet appel vers le développement international, comment servir Dieu dans ces contextes. Et plus tard, ça m'a conduit jusqu'à faire mon doctorat en théologie sur la question de la foi, la vocation, le travail et l'économie, parce que ce sont des réalités humaines. Où est Dieu et comment je réagirai. Ouais. Ok, donc on voit à peu près quel est ce parcours. C'est un parcours dynamique. Et on aimerait savoir du coup ce que toi tu peux nous apporter par la théologie sur cette question de l'ambition. Finalement, Dieu est-il ambitieux? Alors, je ne vois pas plus ambitieux que Dieu. Au début, il crée 2 et il se dit remplissez. Il rêve des milliers de personnes. Je ne vois pas plus ambitieux que Dieu. Et après, Christ il vient, il meurt sur la croix, il est ressuscité, il a son enseignement. Et autour de lui, 12 personnes et d'autres personnes. Et puis, il parle de son retour. Il dit, j'ai vu des milliers de personnes de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple. Je dis, mais tu les vois où? C'est l'ambition. Il sait où il va, il sait ce qu'il recherche. Donc, il n'y a pas plus ambitieux que Dieu, je pense. Mais... Et alors du coup, selon toi, quels sont les leviers pertinents pour résoudre en fait cette question, en tout cas selon la théologie chrétienne, de l'ambition et en même temps de l'identité en fait de l'être? Comment est-ce que ça se résout? Ça c'est une très belle question parce qu'au fait, j'ai parlé tout à l'heure des réalités humaines. Et dans certaines des réalités humaines, il y a le travail, il y a la carrière. Et ici, je m'aurais commencé en disant que la Bible n'est pas contre, ou bien le christianisme n'est pas contre la carrière, n'est pas contre l'ambition, n'est pas contre la réussite. Au contraire, le christianisme nous conduit au fait à travailler et à faire de mieux en mieux encore dans ce que Dieu nous appelle à faire. Et dans ça, nous voyons aussi des réalités actuelles dans lesquelles nous vivons.
Nous sommes humains, nous pratiquons ce que nous pratiquons dans un contexte réel. Et notre contexte actuel aujourd'hui, c'est que du point de vue de travail, il n'y a jamais eu un temps où il y avait beaucoup ou bien accessibilité à l'emploi, comme aujourd'hui. Et de l'autre côté, on voit aussi beaucoup du mal, et du mal-être dans le travail. Je citerai du burn-out, comme on l'a dit ici, fatigue mentale, des charges mentales. Il y a beaucoup de choses qui s'évivent. Il y a d'un côté des opportunités, de l'autre côté, il y a la souffrance qui sévit. Et pourquoi ces choses? Ça vient peut-être de notre compréhension maintenant de notre activité, de notre action. Et parlant de cette éthique chrétienne par rapport même à l'ambition et à l'appel de faire carrière, j'aimerais peut-être soulever trois tensions. Et la première, elle touche l'identité, comme tu l'as dit. La première tension, c'est vraiment réussir, c'est bien, mais comment réussir sans se perdre intérieurement? La deuxième tension, c'est bon, être ambitieux, c'est bien, mais comment être ambitieux sans devenir esclave de son ambition? Et la troisième tension, c'est bien de travailler, c'est bien de se retrouver. Magali a parlé des êtres vivants, pas des êtres faisants. Comment trouver du sens dans ce qu'on fait? Et quand on trouve du sens dans ce qu'on fait, que ce soit au-delà seulement d'une carrière professionnelle. C'est une tension, j'aimerais vraiment être carriériste, mais j'aimerais trouver aussi du sens. Et pour trouver bien son identité, il faut être à mesure quand même de répondre à ces trois tensions. Et parlant vraiment de la première tension qui touche à l'identité, c'est la question ici n'est pas comment réussir. On a beaucoup de masterclass là dehors qui nous parlent de comment réussir, mais ici la question c'est comment réussir sans se perdre. Et le plus important dans cette question, c'est de se perdre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on perd en réussissant, mais qui est-ce qu'on perd en réussissant? Et il faut connaître cette personne-là qu'on perd, son humanité, ce qu'on est réellement. Et c'est là que Patrice a parlé de beaucoup de choses qui touchent au soi, qui touchent à la personne. Parce que dans la société, il y a beaucoup de choses qui ont changé même notre manière de voir l'activité humaine et de voir l'humain dans son activité. Je donne un exemple. On rencontre quelqu'un pour la première fois, on discute, on parle de beaucoup de choses, il y a une question qui ne manque pas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Comme si notre valeur, notre identité venait de ce que nous faisons dans la vie. Alors que le christianisme vient nous apprendre que avant que nous fassions, on est d'abord. Notre identité est avant, notre valeur est avant notre activité, parce que notre valeur ne dépend pas de notre productivité. Il y a quelque chose que je disais à un ami cet après-midi, je dis, la valeur que nous avons ne dépend pas des réussites que nous avons. La valeur que nous avons n'est pas affectée par les échecs que nous rencontrons. Parce que ces deux nous arrivent. Ce sont des choses que nous pouvons subir d'une certaine manière, mais nous sommes déjà, et étant, notre valeur, nous la trouvons dans le fait d'être créé à l'image de Dieu. Être, c'est le plus important. Faire découle de l'être. Et quand on est, on fera. Dieu dit dans Genèse, il dit « Créons l'homme en notre image, en notre ressemblance, pour qu'il domine. » L'image de Dieu, c'est ça notre identité. Dominer, remplir la terre, cultiver, c'est notre mission. La mission découle de l'identité. Lorsqu'on sait qui on est, ce qu'on doit faire découlera de qui on est. Et ce qu'on aura découlera de ce qu'on fait. Donc, soit tu feras, en faisant, tu auras. Tu auras. Beaucoup de gens font sans être, et ils sont tristes. Beaucoup de gens veulent avoir sans faire, ils sont tristes. Mais le shalom de Dieu, c'est quand les deux se retrouvent vraiment à leur place. On reconnaît d'abord qui on est avant d'aller faire ce qu'on doit faire. Donc notre identité doit être dans quelque chose de sûr, qui est l'image de Dieu. Parce que tout le reste change, ça devient fragile. Tu peux encore développer si tu veux. Je peux si je veux. Alors parlons de la deuxième tension. Peut-être voilà, ouais, la deuxième tension. La deuxième tension qui est la tension de l'ambition sans être esclave. Et ici je parlerai de ambition moteur ou idole.
Le christianisme ne célèbre pas la passivité. Au contraire, la Bible est remplie des femmes et des hommes qui ont exercé des grandes responsabilités dès la Genèse jusqu'à la fin. Depuis le Dieu qui s'est présenté dans la Bible, on l'a présenté comme un Dieu en activité. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est la première fois qu'on nous présente Dieu, il est en train de travailler. Et le reste, les hommes et les femmes sont en train de faire. Il y a des hommes et des femmes célèbres. Je parlerai de Joseph en Égypte, qui est devenu premier ministre de la plus grande puissance du monde à l'époque. Je parlerai de Daniel, qui est devenu conseiller des différents rois, aussi grâce à la sagesse qu'il avait avec Dieu. Je parlerai d'Esther, qui a été influente pour le salut de toute une nation. Je parlerai des gens comme Néhémie, qui a conduit un projet de reconstruction nationale à l'époque. Donc la Bible nous parle vraiment des hommes et des femmes qui ont travaillé. Donc le problème, ce n'est pas l'ambition, mais c'est ce que nous faisons de notre ambition. Une question importante, c'est pourquoi je veux réussir? Magali l'a souligné. Est-ce que je vais réussir pour servir? Je vais réussir pour contribuer? Je vais réussir pour développer des talents que Dieu m'a confiés? Ou c'est peut-être parce que je vais prouver ma valeur en réussissant. Je me dis, si j'ai réussi, alors les gens ils sauront en fait ce que je vaux. On a posé la question à Patrice, combien tu vaux? Malheureusement, c'est une question réelle. On se dit, il faut aller tester un peu le marché. C'est quoi ta valeur dans le marché de l'emploi? Est-ce que c'est pour être admiré que je veux réussir? Est-ce que c'est pour me comparer à d'autres personnes? Ce sont des questions qui nous aident vraiment à bien identifier notre ambition et bien savoir si elle est vraiment à sa place. L'ambition devient dangereuse lorsqu'elle se transforme en idole, lorsqu'elle exige des sacrifices que nous ne devrions jamais consentir. Patrice nous en a parlé dans son exemple. Lorsqu'elle nous pousse à sacrifier notre intégrité, elle nous pousse à sacrifier notre famille, elle nous pousse à sacrifier notre santé, elle nous pousse à sacrifier nos convictions, elle nous pousse à sacrifier notre relation avec Dieu. Donc ce sont des questions à se poser. Qu'est-ce qui est sacrifié dans ces poursuites des réussites? Si ma famille est sacrifiée, alors je saurai que ce n'est pas quelque chose de bon. Si ma santé, si ma relation avec Dieu, mon intégrité, qui je suis réellement, mes valeurs, s'ils sont sacrifiés, donc je n'y irai pas. L'éthique chrétienne insiste alors sur plusieurs valeurs essentielles. Ici, je parlerai de l'intégrité, de la justice, dans ta poursuite de réussite ou dans ton ambition. Est-ce qu'il y a l'intégrité qui a sa place, la justice, la fidélité, le respect de la dignité humaine, le refus de la corruption et tant d'autres choses? Et ici, je voudrais souligner que la réussite ne consiste pas seulement à monter. Elle consiste à monter sans écraser les autres, à avancer sans perdre ses valeurs, à gagner sans tricher, à réussir sans devenir quelqu'un que l'on ne reconnaît plus. Et souvent, on est la dernière personne à ne plus se reconnaître. Comme Patrice l'a dit, c'était son épouse déjà qui disait « mais je ne te reconnais pas ». Vous savez comment je sais que je ne suis pas moi-même souvent? C'est quand je suis chez moi et que je me retrouve à répondre durement mes petits garçons. Et donc 6 ans, 7 ans, 6 ans, 3 ans, je me dis, ce que je dis là, est-ce que c'est vraiment par rapport à l'action de cet enfant ou il y a quelque chose d'autre que je n'ai pas su régler en moi-même? Et là, ça me ramène maintenant à revoir tout ce qui prend mon temps et ce que je ramène à moi que mes enfants deviennent victimes de ces choses-là. Donc c'est vraiment être conscient des réalités qui nous affectent en tant qu'humains. Et la troisième tension, si je peux finir par là, c'est trouver du sens dans son travail. C'est important de travailler, Dieu lui-même a travaillé. Et c'est ici que vraiment, quand on parle de la théologie du travail, c'est de là on part d'ici. Ceux qui m'ont déjà entendu parler quelque part, ils savent bien que je commence par là. C'est peut-être ici l'éthique chrétienne apporte la contribution la plus profonde quand on parle maintenant du sens du travail. Dans beaucoup de cultures, le travail est vécu principalement comme un moyen de gagner sa vie, un moyen d'assurer sa sécurité, un moyen d'obtenir une reconnaissance sociale. Mais la Bible propose une vision plus profonde. Elle nous montre que le travail existait avant l'entrée du péché dans le monde.
Avant que le travail ne soit une activité de l'homme, elle était une initiative divine. Dieu a travaillé et il a invité l'homme et la femme. Est-ce que vous savez que la première bénédiction dans la Bible était d'aller au travail? La Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme et il les bénit. Et il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, je vous bénis, allez travailler. Le travail, c'est d'abord une bénédiction qui vient de Dieu. Mais ce qui devient difficile dans le travail n'a rien à voir avec ce que Dieu a créé. C'est la conséquence du péché sur le travail. Parce que tout ce qui a été créé par Dieu a aussi été affecté par le péché qui est rentré dans le monde. Les difficultés, les souffrances que nous avons, le burn-out et tous ces dépassements que nous pouvons avoir dans notre manière de travailler n'ont rien à voir avec ce que Dieu avait créé en créant le travail. Toutes ces choses sont des conséquences du péché. Pour dire que lorsque nous parlons même de la rédemption, nous devons toucher à toutes ces choses. Nous sommes appelés à cultiver, à développer, à créer, à organiser, à servir. Parce que le travail doit devenir une vocation. Un service, une contribution au bien commun, une manière d'aimer son prochain. J'ai un de mes mentors qui est décédé il y a 3 ans, Tim Keller, qui disait « Dieu nous appelle à aimer nos prochains comme nous-mêmes, mais la meilleure manière d'aimer, ou le meilleur moyen par lequel on peut aimer son prochain, c'est aussi par son travail. Parce que le travail offre ce dont l'humain a besoin. Déjà, le service que nous offrons et le contact que nous avons avec l'humain, le travail nous offre vraiment le moyen le plus facile d'aimer notre prochain. Alors, cela doit changer notre manière de considérer le succès. Comment nous définissons le succès? Le vrai succès n'est pas seulement combien ai-je gagné. Le vrai succès, c'est qui suis-je devenu en gagnant, en faisant. Qui ai-je servi? Ce sont des petites questions qu'il faudra se poser. Et chacun dans sa carrière professionnelle, tu peux répondre à toutes ces questions. Quel bien ai-je apporté autour de moi? Et à la fin, quel héritage vais-je laisser après moi? Quand les gens penseront à moi, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et une carrière peut être brillante sur un CV et vide de sens dans la réalité. À l'inverse, une carrière discrète peut transformer des vies et produire un impact durable. Et pour clôturer, j'aimerais juste dire cette pensée ici. Permettez-moi juste de vous donner peut-être 5 principes. Je vais juste les citer. Ça va faire 5 secondes. 5 principes simples pour construire une carrière durable avec Dieu. Premièrement, l'excellence sans idolâtrie. Chercher à bien faire son travail sans faire du succès en Dieu. Ceux qui ont lu mon livre, c'est un point à l'intérieur. Allez chercher mon livre. Deuxième principe, l'ambition avec intégrité. Ici, il s'agit de refuser de trahir ses valeurs pour avancer. Troisième principe, le repos avec confiance. Ici, c'est reconnaître que notre valeur ne dépend pas uniquement de notre performance. Ici, j'aimerais juste m'arrêter 1 minute et vous dire, le travail bien accompli, le travail n'est pas bien accompli si le repos ne fait pas partie de ce travail. Dieu lui-même qui nous a montré le meilleur modèle du travail, il a conclu son travail par le repos, par le sabbat. Parce que le sabbat, qu'est-ce qu'il fait? Il nous rappelle qu'au fait, le monde ne tourne pas parce que nous travaillons. Et le sabbat nous rappelle qu'au fait, notre foi n'est pas dans ce que nous faisons, mais dans Dieu. Et la Bible le dit, il donne à ses serviteurs quand ils dorment. Ici, le repos devient un signe de foi et de confiance en Dieu. Donc, je parlais de repos avec confiance. Et 4e principe, l'influence comme un service. Utiliser son pouvoir, son leadership et ses compétences pour faire grandir les autres. Et 5e et dernier principe, le sens avant le prestige. Chercher une carrière utile avant une carrière simplement impressionnante. Ces 5 principes vont vous aider à aligner votre ambition à ce que Dieu attend de vous et être en mesure de répondre aussi à son appel en faisant ce que vous faites et ce que vous faites très bien. Merci.
Merci beaucoup. C'était puissant. Je l'ai senti la puissance. Sorry. Il fait un peu chaud aussi. Merci. Donc là, on va passer à un dernier tour de questions. 3 questions possibles. C'est un espace pour vous. Vous pouvez toujours questionner Magali, vous pouvez questionner Patrick ou Patrice. Qui a une question à poser? On a beaucoup parlé du rapport qu'on peut nous avoir par rapport au travail, mais sachant qu'on n'est pas tout seul au travail et qu'on doit fonctionner avec des organisations, avec d'autres individus qui ont une autre valeur de travail que la nôtre, des identités différentes, comment on fait pour composer sereinement avec cette diversité et pour ne pas se perdre, parce que ne pas se perdre tout seul, ça paraît assez facile, mais ne pas se perdre pour les autres, c'est la garde qui est compliquée. Moi, j'aimerais bien que cette question-là soit traitée par Magali, si tu veux bien. Je pense qu'il y a des clés dans ce qui a déjà été dit, mais déjà, c'est le fait de le savoir et d'en avoir conscience, que la culture, peut-être qu'on a envie de vivre, si on est chrétien, ce qu'on appelle la culture du royaume, ou si on n'est pas chrétien, juste de se poser des questions sur de quoi j'ai envie pour ma vie, de savoir que ça va profondément à contre-courant de l'organisation de notre société aujourd'hui. De le savoir déjà, d'en avoir conscience et d'être intentionnel là-dedans. En soi, c'est une clé parce que ça évite de subir les choses comme quelque chose qui nous tombe dessus et sur lequel on n'aurait pas de prise. Mais à partir de là, parce que je sais qui je suis, ce que je veux pour ma vie et les choix intentionnels que je fais, alors dans ce contexte professionnel que je sais complètement opposé à mes valeurs, à moi, etc., je vais pouvoir prendre des décisions et agir en fonction. Donc ça va nécessiter d'aller dans les clés qui ont été posées, c'est-à-dire de vraiment se connaître, de vraiment se déterminer sur ce qu'on veut pour soi, pour sa vie. Parfois, ça vient jusqu'à interroger l'environnement professionnel dans lequel on est, parce que dans certains contextes professionnels, vivre à contre-courant comme ça, c'est en soi un challenge du quotidien. Et il faut savoir, parce que ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans le monde professionnel, que juste par nos choix de vie qui sont parfois différents, on peut heurter des personnes. Heurter non pas parce qu'on est heurtant, mais juste parce que qui on est vient leur renvoyer une image de qui ils sont. Et moi, j'aimais bien dans le témoignage là, qui disait, mais moi, en fait, dans mon agenda, en premier, il y a ma famille, ma femme, mes loisirs, mon cheval, etc. Et être dans cette société professionnelle où on va dire non. Non, en fait, ce week-end, je vais pas bosser. Ce week-end, je fais autre chose et j'ai même pas à me justifier sur ce que je fais. Je vais juste pas prendre ce dossier supplémentaire. Il y a des personnes qui vont mal le vivre, mal le prendre, mais en réalité, ça leur renvoie à elles-mêmes et à leur propre image, à leur propre difficulté à dire non, à poser des limites. Et en fait, ça nous renvoie tous à cette limite qu'on est juste des humains. Et il y a quelque chose aussi, il me semble que cette société a du mal à comprendre, c'est que nous, les humains, on a des limites, on a des besoins, par exemple, juste des besoins en sommeil, et que là-dessus, on n'est juste pas égaux. Et qu'on ne peut pas faire une organisation sociétale et une organisation professionnelle sur la base de l'égalité, parce qu'on ne va pas tous avoir le même besoin de sommeil, les mêmes besoins en énergie, les mêmes besoins de liens, les mêmes besoins en rapidité de travail. Et aussi, on n'a pas les mêmes saisons. Et le fait de ne pas tenir compte des saisons de vie que l'on a en tant qu'être humain, que parfois, en fait, on a des saisons de vie où on est moins disponible pour le travail. Parce qu'il y a une naissance, parce qu'il y a un deuil, parce qu'il y a une maladie, parce qu'il y a un autre projet en parallèle. Donc, je ne sais pas si je réponds pleinement à la question, mais je pense qu'une des clés, c'est intégrer que c'est un choix de rébellion presque aujourd'hui. Dans l'environnement dans lequel on est. Et du coup, ça va peut-être nécessiter de s'entourer de personnes qui vont faire les mêmes choix. Ce sera peut-être pas forcément sur l'espace professionnel où on est, mais de pas rester seul, parce qu'à la fin, on a l'impression que c'est nous qui sommes fous, en fait, de dire ce week-end, je me repose, ce week-end, je travaille pas, on n'arrive plus à avoir des repères. Mais de s'entourer de personnes qui vont être alignées sur les mêmes valeurs, sur les mêmes intentions, qui vont nourrir un petit peu les mêmes aspirations, les mêmes questions, pour être soutenus aussi dans cette démarche-là. Merci beaucoup Magali. Je pense que tu réponds à la question. Tout à fait.
On dit oui ici dans la salle. Je peux ajouter un aspect pratico-française. Parce que je pense, souvent, quand on est mal vu, si on se tient à ses valeurs, c'est parce qu'on ne connaît pas assez bien nos droits. Donc c'est très important pour nous de nous informer sur ce que sont nos droits. Je donne un exemple dans la Bible. Il y a Daniel, pour sa sagesse, pour ses exploits, ses collègues de travail, ils ont fait des complots. Et des complots qui pouvaient même l'amener à la mort. Et dire au roi, demande aux gens de ne plus prier. Ça n'avait rien à voir avec le travail qu'il offrait. Mais ça voulait juste faire du mal à cette personne. Mais cette personne, parce que déjà elle sait ce qu'elle fait et pourquoi elle est là, elle a défié aussi ce cercle parce qu'il se disait, ce qu'il me propose, ou ce qu'il m'empêche de vivre, ça n'a rien à voir avec le travail, parce que le travail que je fais ne m'empêche pas de prier. Mais si ces gens me demandent de faire ces choses, c'est parce qu'ils ne veulent pas de ma présence ici. Donc quand tu connais bien les lois qu'il y a sur le travail, et la France en a plusieurs, et des meilleures en plus, s'il faut comparer à d'autres pays. Déjà pour le repos et les séparations vie et travail, il n'y a pas un autre pays au monde qui a autant de lois comme la France. La loi de la déconnexion, il n'y en a pas ailleurs. Où on dit entre deux jours de travail, il faut un minimum d'11 heures. Si tu le sais et qu'on te demande plus que ça, tu sauras dire non pour vivre ton repos parce que tu sais que légalement tu restes dans. Donc si nous ne connaissons pas bien nos droits, nous pouvons penser que juste ceux qui nous font du mal, ils ont raison ou ils ont droit de le faire, mais c'est parce qu'en fait nous ne connaissons pas nos droits et nous devons juste arriver à faire confiance à Dieu et rester dans ce qui est nôtre. Merci beaucoup. Une deuxième question. Ah, il y a beaucoup de questions. Alors, je prends que des personnes effectivement qui n'ont pas déjà posé de questions. Ok, merci beaucoup. Du coup, en écoutant Patrice, Magali et Patrick, je trouve qu'il y a un élément commun qui revient un peu dans tous les discours, c'est la confiance ou la connaissance de soi. Et du coup, j'ai une question, je veux savoir, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on se rend compte qu'on est déjà dans une phase de faire et que la phase être n'a pas encore été remplie. Donc on est déjà embarqué dans une phase de faire et on se rend compte que la phase être n'a pas été remplie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut radicalement tout arrêter, se poser et retourner à la phase être pour la remplir et partir à la phase faire. Ou plutôt, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire exactement dans ce cas-là. Et aussi, deuxième question, c'est de savoir comment... Bon, c'est la même question, mais c'est un peu... voilà. Comment se connaître en fait, comment savoir le être, comment travailler pour arriver à réussir cette phase-là. Ouais. Alors, s'il n'y a pas besoin d'être radical, ne soyons pas radical. Quand je dis s'il n'y a pas besoin, c'est que parfois les personnes s'arrêtent, il n'y a pas le choix, c'est un burn-out par exemple. Le corps s'arrête, on ne peut plus rien faire. Donc il y a la nécessité d'être en stop total, sinon de toute façon la personne est en incapacité et donc elle va se poser des questions. Si vous n'êtes pas dans cet état-là, moi je pense que ça vaut le coup, tout en restant dans une activité, mais de se faire accompagner pour se poser ces questions-là, mais aller explorer qui je suis en dehors de mon activité professionnelle par exemple. Aller explorer auprès de ses amis, auprès des membres de sa famille, auprès d'un autre entourage un petit peu ce qui je suis. L'explorer aussi en faisant des expériences. En fait, moi, j'ai vécu ça. Ma réponse préférée pendant toute une partie de ma vie, pendant 30 ans, c'était comme tu veux. Je me connaissais tellement pas, j'avais tellement pas d'avis sur rien et mon seul objectif, c'était de faire plaisir aux autres, que ma réponse préférée, c'était comme tu veux, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie perso. Et en fait, quand j'ai fait cette démarche d'apprendre à me connaître, j'ai fait des expériences. Et je suis allée expérimenter les choses, de dire je vais faire une journée toute seule et je vais voir ce qui se passe. Je vais aller marcher une journée, je vais voir est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui se passe quand je suis seule avec moi-même. Je vais aller faire un resto toute seule et voir ce que ça fait. En fait, je suis allée passer du temps avec moi. Alors dans le rien au début c'était compliqué, mais juste pour aller me rencontrer. Je me suis mis à lire des choses pour savoir si j'aimais ou si j'aimais pas. Je me suis fait à goûter certains et en vraiment me questionnant et en me disant mais est-ce que ça j'aime? Est-ce que ça j'aime pas? Est-ce que ça c'est ok pour moi? Est-ce que ça c'est pas ok pour moi? J'en étais moi par exemple à vouloir je priais pour avoir moins besoin de sommeil.
bah là, j'ai capitulé en disant non, en fait, moi, je suis une personne, j'ai un gros besoin de sommeil, je suis bien avec 9 heures de sommeil, bah, c'est comme ça, je vais arrêter de lutter pour m'adapter et mon organisation de vie passera par me connaître en me donnant ce dont j'ai besoin. Et en fait, nos besoins, c'est à la fois des choses très basiques, manger, dormir, se nourrir et des choses un peu plus élevées comme se réaliser, contribuer aux autres et aller explorer un petit peu toutes ces choses-là. Et le faire en étant accompagné, ça permet d'avoir cet effet un petit peu miroir sur soi. Euh, donc, s'il n'y a pas besoin d'être radical, ne le soyez pas. Euh, Parce que même si l'être vient en premier et découle du faire, on peut se connaître au travers aussi de ce qu'on fait. Les deux sont pas à s'opposer ou il n'y en a pas un qui est bon et un qui est mauvais. C'est juste qu'il y a un ordre à mettre. Merci beaucoup. Que je réponds. Très bien, parfaitement. Une dernière question au fond. Désolée. Levez la main. Du coup, effectivement, merci aux trois intervenants. Moi, j'ai une question qui est spécifique. Je me demande en fait si la vraie problématique des personnes qui sont confrontées à un moment donné à un volume de travail important et à une incapacité à en sortir ne vient pas plutôt du fait en fait qu'ils ont la crainte du risque, parce que si on prend l'exemple effectivement, le travail, il est bon, mais il est impacté par le péché, parce que oui, il y a des lois, mais on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne les respectent pas. Donc, la réalité, c'est que la réponse à ça, c'est que nous, on doit tenir tête, en fait, et rester sur notre position. Il l'a très bien dit également. À un moment donné, il savait qu'il perdait sa famille, mais pourtant, ce qui lui trottait dans la tête, c'est le risque, en fait, la conséquence. Je vais tout perdre. Donc, est-ce que la réalité, c'est pas plutôt de savoir ce qu'on est prêt à endurer pour faire face et ne pas se laisser bouffer, si je puis dire, par le travail? J'aurais envie d'y répondre parce que j'aime beaucoup ce que vous avez dit. Est-ce que au fond, en fait, les personnes, elles n'ont pas peur? Et oui, et je crois que la peur la plus profonde et la plus intérieure, la plus viscérale chez nous, les humains, c'est la peur de la solitude, la peur de l'isolement, la peur de l'exclusion. Et quand on est dans un système, oser aller dans autre chose, oser dire non, oser dire moi je ferai pas comme ça, je ferai pas comme vous, je vais faire différent. En fait, c'est prendre le risque d'être exclu en fait, exclu d'un système de pensée, exclu d'un regroupement. Et oui, dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, c'est pas un monde de bisounours où il y a des lois et les règles elles sont appliquées. Au contraire. Et puis tant qu'on est une personne qui dit oui, ben en fait, on rajoute des tartines et des tartines et des tartines. Et quand oser dire non, c'est prendre le risque à un moment donné d'être mis sur un banc de touche. Oser dire non, c'est prendre le risque à un moment donné que ben, justement la carrière, ce projet-là, il soit remis en question, stoppé, freiné par d'autres personnes qui vivent une insatisfaction par rapport à notre non. Donc oui, il y a cette peur-là et elle est à prendre en compte, elle est à écouter et elle est surtout à accueillir pour pouvoir y mettre les protections qui sont nécessaires. Parce que si mon ambition, elle est toujours là, dans ce que j'ai envie d'apporter, de contribuer, est-ce que c'est forcément dans cet espace-là, dans ce lieu-là, dans cet environnement-là, avec ces personnes que ça va pouvoir se réaliser? Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le témoignage, c'est que l'ambition, elle ne s'est pas arrêtée. Et les dons, les talents, ils sont aujourd'hui encore plus déployés, mais dans un contexte qui est beaucoup plus sain pour toutes les personnes. Donc parfois aussi, ce qui est difficile pour nous, c'est la question de la temporalité. C'est qu'aujourd'hui, je réfléchis avec la situation que j'ai, avec les éléments que j'ai, et j'ai l'impression que je n'ai pas d'autre choix. En réalité, on a toujours le choix et il y a toujours la possibilité de faire autrement, de faire différemment. Merci beaucoup. Ce sera donc la conclusion de notre conférence. Merci beaucoup pour votre présence. Je pense qu'on a envie d'un bon buffet. On a envie de boire, de se rafraîchir, donc on va y aller très très vite.
Je voudrais donc remercier Magali, Patrice et Patrick pour leur participation. Et juste avant qu'on se quitte, j'ai 4 infos que vous avez d'ailleurs sur vos petits feuillets sur les chaises. La première, c'est qu'en fait, on est curieux de vos remarques par rapport à ce que vous avez entendu. Et on va appeler ça une étincelle. Est-ce que vous avez eu une étincelle ce soir et vous avez envie de nous la partager? Donc il y a un QR code que vous pouvez scanner qui vous envoie sur un Typeform une seule question. Qu'est-ce que vous retenez ce soir? Donc ça nous intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc partez avec les feuillets, hein, c'est pour emporter. Ensuite, vous avez un deuxième QR code, c'est pour télécharger la plaquette si ça vous intéresse, pour comprendre un peu mieux ce que fait le réseau de lumière. Donc ça, c'est possible aussi. Un troisième QR code qui vous parle de la prochaine conférence qui aura lieu le 26 novembre et dont le titre c'est « Soif de justice en entreprise » et comment le faire dans la paix. Donc un sujet pour ceux qui sont, par exemple, ou qui se questionnent pour être présents dans un CSE, par exemple. Pour ceux qui sont déjà délégués du personnel. Pour ceux qui ont à cœur le sujet de la gestion des alertes internes. Pour ceux qui ont été témoins de situations particulières et qui vraiment ont envie de rendre justice, en fait, de faire justice sociale dans l'entreprise, cette conférence, elle sera faite pour vous. On a des intervenants de grande qualité, encore, pas les mêmes, mais c'est encore des gens de grande qualité. Et vraiment, je vous encourage à garder ce flyer. Les inscriptions sont déjà ouvertes, donc vous pouvez aller sur le site Réseau de Lumière et vous inscrire, bien sûr, mais voilà, ça arrivera, on refera des nouvelles communications. Et en fait, le quatrième point, le plus important, non je plaisante, mais c'est le quatrième point, c'est que notre association ne fonctionne qu'avec des dons. Voilà. Donc vous avez un quatrième QR code qui vous encourage et qui vous permet en tout cas de participer à notre budget. Notre budget, c'est quoi? C'est 2 conférences par an et c'est un podcast qui sort à la suite de ces conférences. Donc vous avez vu la captation, c'est pour que derrière on fasse un podcast. Et donc ça, c'est un budget. Donc pour ceux qui veulent contribuer, 20 € c'est possible, 40 € c'est possible, 240 € c'est aussi possible. Il y a plusieurs montants possibles, mais en tout cas, voilà, même si c'est 5, 10 €, tout est possible. Donc vous avez aussi un QR code qui vous envoie sur notre campagne Hello Asso et qui vous permet du coup de nous aider et de contribuer à ce grand projet. Cette grande ambition, on n'en manque pas dans le réseau de lumière, donc on va continuer à avancer et j'espère que la prochaine fois on sera plus nombreux, peut-être dans certaines années on fera plus de conférences. On a plein de sujets à traiter. On a déjà une date, enfin pas une date mais un sujet pour une conférence en juin 2027. Donc on a plein de choses à vous dire. Restez connectés avec nous et surtout on se parle juste après via le buffet qui sera servi donc dans le hall d'accueil. Donc je voudrais qu'on applaudisse tout le monde. Et donc à très vite juste derrière.